Get Busy saison 4, épisode 12, l'épisode du The Do bien viscère, avec celui qui finit toujours son assiette à la cantine. Cher, comment ça va? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça va? Très bien. Ok. Et puis un invité qu'on ne devrait pas présenter, mais on va le faire quand même. Scream, Vendredi 13 ou Red is Dead, les plus grands détraqués se cachent souvent derrière un masque pour commettre leurs pires actes. Les siens, notre invité les commet derrière ses machines, à taper du pad et à faire claquer des caisses, immortalisant parfois ses méfaits dans des vidéos qui te font dire que ça doit être vachement sympa d'être son voisin. Mais plus que pour cacher une timidité maladive ou aller à une soirée échangiste un peu chelou, le masque est peut-être pour notre invité un moyen de nous faire croire qu'il est seul, alors qu'ils sont peut-être plusieurs à partager le taf, parce que sinon je ne vois pas comment c'est possible de produire autant. Des collaborations avec des rappeurs français autant qu'américains, des albums concept, des albums all-star, des albums instrumentaux, des albums collectifs avec ces gars Venom et Azaya. Notre invité en est à quelque chose comme 80 projets, le tout sorti sur les 3 labels qu'il dirige. Malgré ça, malgré une présence continue, notre invité reste sous les radars des médias hip-hop qui ne s'intéressent à lui que lorsqu'il sort un album avec une armée de MC français 4 étoiles, c'est-à-dire depuis à peu près un mois, alors que Get Busy t'en parle depuis déjà plusieurs années. Il est donc venu le moment de mettre un visage sur celui qui, pendant cette présentation, aura eu le temps de nous faire au moins un EP, un prénom de groupe pop, un nom de magnétoscope. Kyo Itachi est l'invité de Get Busy. Yeah. Big up les gars. Très bonne présentation. Yeah. Bah, comme d'hab, on va revenir au tout début. Comment tu découvres le hip-hop et comment tu te mets à la prod? Alors, fin des années 80, il y avait des grands quand je traînais dehors, assez tard, ils me laissaient leur Walkman. Et dedans, il y avait du Public Enemy, du Run DMC, tout ça. Et moi, j'étais attiré par le scratch. C'est le scratch. Je calculais pas, j'étais trop jeune. Je sais pas vraiment ce qu'était le hip-hop, mais c'est mon premier contact. Et ensuite, vraiment, là où j'ai été piqué, c'est en 95. Lors quand j'étais en club de basket, il y avait un tournoi, ils mettent Shimmy Shimmy Yo de ODB. Shimmy shimmy yo, shimmy yeah, shimmy yeah. Give me the mic so I can take it away. Off on the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Dès que le piano, là, il part, c'est parti. Après, il y a eu des anecdotes aussi avec Method Man, comme je savais pas qui était Method Man. Après, mon pote Azaya, il m'a montré ce que c'était, il me prêtait des cassettes de Yo MTV Rap. En 95, on est en plein Wu-Tang. Ouais. Je pensais que j'étais en retard par rapport à l'album de 93. Mais à l'époque où je découvre, c'est l'album de Genius, de Jeza qui sort. Ensuite, j'ai enchaîné, j'ai acheté les disques et tout. Et... ouais, c'était le Wu-Tang, le Bootcamp, Mobb Deep, Kef Murray, Redman. Et la tyros pour la production, ça devient quand? En fait, ça vient bien plus tard, ça vient en 2000. J'avais un voisin qui est proche de Kondo, qui aménageait. Et on me dit, il y a un gars dans le même délire que toi, qui kiffe le même son, la même musique que toi et tout. Il vient d'emménager, c'est ton voisin de palier et tout. Donc moi, je rentre, je le vois dans les escaliers, je l'aide à monter les cartouches, je dis, ah, t'écoutes du son, tout ça. Et par la suite, il me dit les DJ. Et un jour, il sonne chez moi, il me dit, viens, je vais te montrer un truc. Donc, il me montre le sampler, la MPC 2000 XL. Je ramène un sample, il m'explique qu'est-ce que c'est un sample, je savais pas ce que c'était un sampler. Et du coup, il me dit, ouais, t'écoutes du son depuis tant d'années, tu sais pas ce que c'est un sampler et tout. Mais quand je regardais les livrets dans les CD, tout ça, pour moi, c'était fait avec les ordis, les consoles, tout ça. Je savais pas ce que c'était, parce que sur les photos, tu vois pas grave bien et tout. Et ensuite, je ramène un sample, un truc d'opéra, Requiem de Mozart et tout. Et par la suite, il me dit de repasser dans 1 heure. Il y a le beat qui est fait. Je décide d'acheter la MPC. Et au début, c'est pas trop ça. Ça me met 7 ans à dompter la machine. Ceci dit, je connais pas un mec qui a acheté une MPC et qui a dit au début ça allait. Ouais, c'est toujours une bonne galère. Ça peut prendre 1 an, 2 ans en général, quand t'as des facultés et tout. Mais moi, comme je rappais en même temps, j'ai commencé à rapper et faire des prods en même temps. Pour moi, je voulais rapper, donc j'ai sorti mon maxi en 2005. Et vraiment, là, j'ai créé Q en 2007. C'est-à-dire de 2000 à 2007, c'est l'apprentissage, quoi. Et du coup, ça se passe comment pour les premiers apprentissages de la MPC? Ben, je galère, hein. J'appelle mon pote à chaque fois pour m'expliquer comment on fait tel truc. Il est à peine parti que je ressonne chez lui. Ouais, j'ai pas compris ça, j'ai dû le rendre ouf, le pauvre. Et ensuite, il a déménagé. Mais pourquoi vous n'avez pas habité ensemble, tout simplement? On ne pouvait pas. On pouvait pas. Et puis, on était voisins, donc du coup, c'était easy. Mais
Voilà, j'ai voulu produire comme ça, tu sais, faire des prods au départ. Puis après, j'ai connu des MC dans l'underground du rap français et tout, qui sortaient des maxi, mais j'avais jamais ma chance. Quand je proposais des prods, soit le kick, soit la snare, c'était pas bon, le volume était trop haut, le rythme, c'était jamais bien. Et un jour, je décide je pète un câble et tout, je dis ouais, on me respecte pas, je fais une remise en question. Il y avait MySpace à l'époque, donc j'efface mon MySpace, j'en fais un nouveau, et je dis je vais changer de blaze. Mon nom c'était Cyan Jean, pour quand je faisais des prods et tout, et Coster quand je rappais. Et donc j'efface le MySpace, je regarde un manga, et il y a le personnage Itachi qui arrive, et ensuite, tu vois, je mets mon nom Itachi. Je décide de prendre le prénom du personnage pour mettre en nom. Et ensuite, Kyo pour les jeux vidéo, puisque je jouais à la Neo Geo, Super Nintendo, les jeux de combat un peu à la Street Fighter. Ça s'appelait King of Fighter 94 ou 95. Et il y avait Kyo. Ça donnait Kyo Itachi. Et j'étais l'agent pour un beatmaker astronaute, qui est un ami à moi. Et je contactais des Américains pour qu'ils puissent les produire. Et un jour, j'ai dit, ce que je fais pour lui, pourquoi pas le faire pour moi? Et ça a commencé comme ça. J'ai contacté les Meno, Wild Child, du groupe Lootpack. Mais qu'est-ce qui a tué ta carrière de rappeur? Ben, c'était pas évident. Quand t'entends des Hi-Fi, des Danny Dan, des Oxmo, la liste, elle est longue. Je vois que les mecs sont super forts. Je dis, j'ai pas assez travaillé. Et quand j'ai commencé à faire les prods, le fait d'entendre quelqu'un bien rapper sur tes prods, c'est une autre sensation. J'ai déjà fait des scènes, tout ça, je sais ce que c'est. Mais les mecs sont trop forts. Faut travailler, tu vois. Et j'ai travaillé les prods, pareil, pour être dans un sens irréprochable, quoi. Enfin, ma vision du truc. Et à quel moment ça commence à se faire, tu commences à les faire remarquer, en fait, tes prods? En fait, au moment où je fais le MySpace, quand j'ai changé de nom, personne ne savait qui j'étais, alors que c'était tous ces gars qui me connaissaient, mais ils ne savaient pas qui était derrière la photo. Oh, tes prods des démons, tout ça, alors que c'est quasiment les mêmes, tu vois. Et ensuite, ça a commencé comme ça, et au bout de, je crois, 1 an, 2 ans, ils ont su que c'était moi. Puis après, j'ai décidé de faire Musicio, mon premier album, qui est sorti en 2010. Et j'ai eu pas mal d'Américains que j'achetais les disques déjà début des années 2000. Et ensuite, ça... En fait, ce qui est amusant, c'est que j'ai signé avec une distribution et ils demandaient un dossier de presse. Et dans le dossier de presse, il fallait demander projet à venir. Et j'avais mis une liste de ouf, mais quand les gens ils voyaient ça, ils disaient impossible, t'as mis ça comme ça pour décorer, tu vois. Et quand tu regardes 10 ans plus tard, j'ai quasiment tout fait. J'en ai mis 20. Aujourd'hui, tu regardes le nombre de projets que j'ai fait. Donc ouais, ça a commencé comme ça, j'ai fait 1. Et j'avais déjà ce truc-là de quand j'ai fini 1, j'ai déjà commencé un autre. Quand j'ai signé avec la distrib, j'ai déjà 2 albums. Le Musicio et l'album Born Again avec LMNO. Et ensuite, il y a un fait qui arrive, c'est que je me pète la jambe. Et je suis disponible chez moi, tu sais, en convalescence, donc j'ai fait beaucoup de prod. Une fois 27 prods en une journée. Les prods, elles ont terminé dans Rusty Jugs, Black Poet, Dirt Platoon. Il n'y a pas eu de prod à jeter. Tu peux dire que tu fais 27 prods, il y en a à jeter. Les 27, elles ont été dispatchées dans les projets. Et j'ai gardé le truc, toujours une idée, une envie de faire un projet, un artiste que tu aimes bien, que tu as envie de produire. J'ai ce truc-là, quoi. Et tout de suite, tu as senti que tu avais plus d'écho chez les Quinry que chez les Français? Oui. Là, aujourd'hui, je dirais autre chose, mais à l'époque même, quand je donne mes prods au début, la semaine d'après, sans exagérer, la semaine d'après, j'ai le morceau enregistré. Tu peux juste donner une rythmique, le Quinry, il va rapper dessus. Il va pas dire le sample, il est décalé, ça c'est comme ça, la caisse claire sonne comme ça. Et j'avais... C'est pas tout le monde, mais moi, c'est ce qu'on me disait à l'époque. Et c'était pas les rappeurs confirmés qui me disaient ça, c'était des proches. Justement, tu as balancé quelques noms, là, notamment Rusty Jugs ou des choses comme ça. Comment tu rentres en contact avec eux, en fait? Bon, je sais qu'il y a Internet qui facilite énormément de choses maintenant. J'étais déjà doué dans MySpace de contacter les mecs, de discuter, je veux faire un son. Est-ce que tu étais en contact avec Tom sur MySpace? Tom, ah ouais, je l'ai vu, je comprenais pas au départ le concept. Mais ouais, on le voyait.
Et derrière, ouais, j'ai été en 2006 à New York. Je voulais réaliser un rêve de voir ce que je voyais dans les clips à la télé, comment c'est, l'atmosphère, tout ça. Le crack, les SDF, tout ça. J'ai pas eu le temps de voir plus tard, ouais. Que j'étais dans le Bronx au départ, puis on a croisé des Mystères Complexes, on a la Fat Beat, on a vu le DJ de Non-Fiction, la DJ Eclipse. Je croisais Spank là-bas. Et ouais, en fait, il y a un fait aussi. J'ai vu une fois en sortant du taf vers le métro Anvers, là où il y a le pont, et que tu vois le marché, tout ça, là. Il y avait des affiches marquées Elta Skelta au GC à l'Élysée-Montmartre, c'était en 2004. Et en fait, Elta Skelta, ils viennent, pas au GC, mais ils viennent avec Rusty Jux. Et c'est la première fois, en fait, que je le vois. Et en fait, je le vois, tu sais, tout mec, casquette, machin, puissance vocale, flow. Le mec, il a tout défoncé ce jour-là. Et j'ai dit, ah ouais, lui, il faut que... Il était resté dans ma tête. Et quand je l'ai vu sur MySpace, puisqu'au départ, quand tu arrives sur MySpace, il n'y a pas de carré, hein, c'est qu'en France. Tu vois, c'est... Et ensuite, je contacte. On a payé la chance en 2006. Donc en 2010, je recontacte. On commence l'album. Et ça a commencé comme ça. Et puis, ils pensaient que j'étais japonais au départ. Ben, on va s'écouter un petit morceau avec Rusty Jux. Yeah. The solar controller shaking your Ayatollah. You get burnt trying to extinguish the fire blower. Cobra Click is the new Destro. Pulling flybys in my UFO. Let's go, shining like an ill constellation. You dazed in the maze, yet it's still contemplation. Stuck off the realness, scarred from affliction. Hard body hip hop's my addiction. Destroying every planet in the universe. Disintegrating guns spraying wild through the galaxy. Galaxy Goon, Yeah. de l'album Météorite. Ouais, deuxième album avec Rusty Jux 2016. Il y a eu plusieurs Français aussi qui ont fait quelques prods pour les Américains. Un Dream Team en ont fait. Comme ça. Est-ce que, quand ça se passe comme ça avec les Français, est-ce qu'il y a un côté aussi, peut-être parce que les Français, c'est moins cher? Ou parce que ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que les Américains, des fois, il n'y a pas toujours les droits, machin, ils t'achètent la prod et après, c'est à eux, quoi. Oui. Donc, comment ça se passait pour toi? Par exemple, parce que j'explique ça, par exemple, comme Puff Daddy avec Bad Boy, bon, c'est un autre niveau, autre chose, quoi. Ouais. Mais lui, il avait toute une batterie de producteurs, il achète les prods, après, les droits sont à lui, quoi. Oui, je vois. Et comment ça se passe? Ben, moi, au départ, comme c'était vraiment pour moi, donc je vendais pas de prod là-bas. Mais tu prends un DJ Premier, un Pete Rock, tout ça, les prix sont hardcore. Donc s'ils entendent, ils peuvent avoir un petit Pete Rock ou un petit Primo ou un gars qui est talentueux, moins cher. Mais comme voilà, on est français, on a plus d'avantages à produire ces mecs-là, donc ils vont profiter. Ils vont profiter, des fois, comme ils ont un nom, ils vont penser à la gratuité tout de suite. D'autant que Rusty Jux ou Dirt Platoon, avec qui tu as fait des trucs aussi. Ben, comme c'était pour moi, il y avait du business. Hein. Mais ils ont déjà fait avec d'autres Français, avec Locut notamment. Oui, mais il y a toujours du business. Rusty Jux, c'est jamais gratuit. Rusty Jux, c'est quand même un artiste avec qui tu as une collaboration un peu plus longue que d'autres. Ouais, parce qu'il y a une amitié, je l'ai vu plusieurs fois là-bas, on est en contact souvent. Puis ça fait un peu comme Gangstar, t'avais DJ Premier, Guru. Bah, lui, il considère ça comme ça. Il a ça fait une team, un groupe, quoi, un peu. Justement, tu cites DJ Premier et par rapport au nombre de prods que tu fais, comme tu dis que tu en avais fait 27 en une journée. Oui. Par exemple, quand tu prends DJ Premier, tu reconnais tout de suite que c'est du DJ Premier. Il y a des trucs, les refrains scratchés, les trucs comme ça, enfin, les prods de Primo, tu vois tout de suite ce que c'est. Comment tu arrives à trouver ta patte, on peut se dire que c'est du Kyo Itachi et pas un autre ou... Après, je pense que qu'on prenne un DJ Premier, un Dr. Dre, un Pete Rock, un JD, on reconnaît direct. Un Timbaland, pareil, on reconnaît direct. Mais comme ces mecs-là, ils sont arrivés avant, ils étaient là à la bonne époque et tout, ben, c'est un peu difficile d'avoir vraiment sa patte. Au début, moi, je voulais faire comme. Je voulais être comme Primo, je voulais être comme Reza. J'arrivais pas, j'étais nul. Et à force de faire, ben, je trouve qu'en fait, avec les années, l'oreille, elle s'éduque, tu vois, elle comprend plus des choses. Il y a des trucs que je comprenais pas il y a 20 ans sur des samples. Des fois, pour ma musique, je dis, ah tiens, ce vinyle, je l'ai depuis 20 ans. Il y a un sample qui me posait des problèmes, je vais retester, et j'y arrive facilement. Et je dis, ah ouais, à l'époque, je comprenais pas. Et en fait, avec le temps, l'oreille, elle s'éduque.
Ben, je dis pas que j'ai ma patte, c'est les gens qui disent ouais, je reconnais ça, c'est du Q, peut-être par rapport au rythmique, les choix des samples, ces trucs-là. Et justement, vous aussi, une fois que tu as trouvé ta patte, est-ce qu'il n'y a pas le risque de se répéter? C'est-à-dire d'avoir une formule et de pas en bouger, quoi. Ouais, je pourrais faire ça, mais moi je pars du principe où surtout quand tu fais énormément de prods comme ça, il y a le risque de se répéter. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je me dis, moi, qu'il y a une base. Pour moi, il y a une base hip-hop. Comment ça a été créé, tout ça, il y a une base qui est hip-hop. Pour moi, je dis, je garde une base. Ce qu'on appelle boom-bap. Mais moi, c'est une base hip-hop. Et il y a des techniques de coupage. Tu peux jamais trop être pareil. Il y a les samples, tu peux prendre du rock, de l'électro, du manga, des films de karaté. C'est large. Tu peux tout sampler avec le hip-hop et tout. Et pour pas me répéter, je me fais des défis. Comme il y a différents sampleurs, j'en ai 5. Mais par exemple, pour Météorite, là, où vous venez de jouer le track, la SP1200, bah, je voulais faire un album entier avec la SP1200, et puis tu peux sampler que 10 secondes. 10 ou 12 secondes, c'est très court. Et en fait, je me suis posé un défi de faire l'album entier, puisque normalement, tu combines avec un autre sampler, c'est le S950, ce qui te donne plus de secondes. Donc du coup, comme c'est court, je me suis fait un défi, et ça sonne d'une manière particulière, qu'on faisait plus trop, en fait. Ben, c'est des petits défis comme ça qui fait que je m'ennuie pas, je me répète pas, tout ça et tout. Tu parlais du boom bap. Ouais. Donc, si on devait te classer, ça serait dans cette catégorie-là. Et ton rapport avec les Quinry, c'est aussi peut-être parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont émergé dans les années 90 qui sont dans ce style de rap, alors que les Français, ils ont tout de suite essayé de suivre les tendances et plus aller vers la trappe, quelque part, que ça. C'est ça aussi qui te pousse peut-être à bosser plus facilement avec les ricains? Non, parce qu'à la base, c'était la musique que j'écoutais. Avant d'écouter du rap français, j'écoutais du rap américain, comme je vous ai dit, Wu-Tang, tout ça. Ce que je veux dire, aujourd'hui, le boom bap dans le rap français, c'est une toute petite niche, assez obscure et assez pas en première ligne, quoi. Oui, c'est vrai. Mais, je sais pas, dès le départ où j'ai fait les prods, j'ai eu la facilité avec les Américains, c'est resté. Mais là, ça a commencé à changer. C'est-à-dire, j'ai gardé, je me suis fait un nom là-bas, mais, enfin, un peu partout. Mais comme c'est international, avec la langue anglaise, tout ça, donc ça peut être écouté au Japon, tu sais, avec Internet, tout ça, ça va très vite, avec le stream, pareil. Mais là, en revenant dans le rap français et en produisant des gens que j'ai écoutés et que j'aime bien, ben, pour moi, il n'y a pas de différence. Quand tu prends quelqu'un qui est professionnel et qui est fort, ben, en fait, tu sens pas la différence. Il y a juste une différence de langage, de langue, quoi, mais pour moi, il n'y a pas... Quand c'est bien fait, c'est bien fait. Tu as aussi fait des collaborations avec des gros noms de rap US, comme Rugged Man, ou comme Cannibal Ox, ou comme Sean P, dont on va s'écouter un petit morceau avant de passer à la suite. Trick Army, the Swiss Army knife in my hand. Think my click horny when we will end the life of your fan. People know Sean nice with their hands. Watch me punch up your face, dig in your pocket, leave you right where you stand. Got a dime chick that live in Japan. Black belt, turn tricks, chop bricks with her hand. Arigato, Sean Price slick like El Gato. 3-piece suit in the booth, ain't cute, Mike. Smack off half your smile. Go to court with a suit, smack the other half after trial. Sean Price, Onionhead. Alors, c'est pas toi qui as fait la prod, mais je sais que c'est un rappeur que tu apprécies particulièrement. Beaucoup, il manque beaucoup, hein. Il manque beaucoup. Je devais faire un album avec lui avant qu'il décède. On avait commencé des tracks, d'où un des tracks a terminé sur Rest in Power. Mais c'est un rappeur que j'ai toujours aimé. Au départ avec Kelta Skelta, mais plus quand il est arrivé en 2004, quand il est revenu vraiment en mode carrière solo. Pour moi, c'était le boss, lui. Après, bon, ça a changé. Il y a eu une période rock Marciano. Aujourd'hui, c'est Griselda, tout ça. Mais comment des rappeurs comme ça, parce que Sean Price, ou même, je te parlais avant, Rugged Man ou Cannibal Ox, t'arrives à les convaincre? Parce que c'est quand même des noms un peu, tu vois. En fait, tout part de... On n'est pas dans des seconds couteaux, ni dans des mecs un peu plus obscurs. Ouais, mais tout part de Rusty Jux. Il est basé là-bas, c'est le protégé de Sean Price. Quand on fait le clip de Dirt Platoon avec Rusty Jux à Dirty Work dans la Warhorse, et ben, il ramène Rusty, c'est les gars avec qui il traîne. On fait un cypher en bas, je pose un petit
un petit post MP3 sur les escaliers, je mets un beat à moi, les mecs ils rappent, je prends une claque dans la tête, je dis mais c'est quoi ça? Je vois, ils sont 10, tous rappent bien. Donc du coup, au début quand j'arrive pour le clip, c'est un peu hostile. Les gars ne connaissent pas, ils savent pas quitter, ils voient un Renoir rentrer et tout, là, Albany Project dans l'appart et tout. Français en plus. Ouais. Il y avait mon pote Jules qui filmait, mais moi quand je suis arrivé, il savait pas qui j'étais. Je dis bonjour, tout ça, tout ça. Et les mecs restent comme ça, tu passes pas. Donc je rentre et Rusty, mais à un moment, quand je suis contre le mur, et il y a le clip qui tourne, et il me dit vas-y Kyo, viens. Donc je rentre dans le clip, dans la caméra, tout ça. Et le visage des mecs ont changé. En fait, quand ils ont vu que c'était Kyo, ils m'attendaient, je devais signer des CD, je vais faire un album avec toi. Le visage avait changé, c'était plus hostile. Parce que j'avais fait un album avec leur gars, tu vois, Rusty dit King of Crown Eyes, tu vois. Et derrière, donc on fait le cypher, j'ai créé le groupe Banka FM, là, d'où j'ai le tatouage. Donc un peu comme le Wu-Tang, 10 membres. On a présenté le dernier Banka FM, il y a très longtemps. Et du coup, Sean Price voit ça, il dit ah les gars, vous me rappelez le Wu-Tang. Donc un gars en France qui arrive à diriger, bon, avec Venom et Azaya et Astronaut à l'époque, mais c'est moi la colonne vertébrale. J'ai créé ce truc-là, parce que par rapport au masque, la transformation c'est Bankai. Je dis viens, on crée un groupe au gars qui s'appelle Skanks, le premier MC du Bankai FM, qui était sur les escaliers quand il a rappelé, là, que je vous ai dit. Et en fait, derrière, ben, ça a créé ça, une énergie. Donc de Rusty, je fais 2 albums, après je fais des solos, comme le Wu-Tang. Après, il y a l'album du groupe. Bon, j'ai fait dans le sens inverse. Mais Sean Price disait, ouais, vous me rappelez le Wu-Tang. Après, voilà, hein, tu produis un gars, un autre, il y a des échos. Un soir, à 3h du mat', Rusty m'appelle, il me dit, ouais, il y a Razor Gedman, il a entendu la prod. Coupe mon couplet, parce qu'il avait fait 2 couplets. Coupe mon deuxième couplet à la moitié, lui, il va rentrer en plein dedans, donc je le coupe. Je lui envoie. 2 jours après, Razor Gedman l'a posé et j'ai pris une claque. Et puis ça a continué. Ça, à chaque fois, Vinny Paz, ensuite des contacts avec Chino XL, Smooth the Hustler. Ouais, j'avoue que 2018, je fais Genki Dama. Je fais Rest in Power et Nightlife. Donc 3 albums sur 1 an et demi, tu vois. Et il y a plein de noms, Artifacts, trop de noms. Tu vois. On parlait juste avant du sample, puisque toi tu tournes un peu là-dessus. Ouais. C'est de plus en plus dur maintenant de sampler légalement, en tout cas. Ouais. Toi, est-ce que tu es dans cette économie de... Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu les gars de Just Music Beat qui en parlaient, justement, ouais. Que eux samplent, et que, voilà, de toute façon, compte tenu des sommes que ça peut générer, leur vente de disques, ils savent qu'ils ne vont pas se faire tomber dessus avec des procès à quelques millions, donc au cas où il y a un accord, comme ça peut se faire aux États-Unis, en disant, bah tiens, ça a généré tant, vous nous devez tant, et c'est terminé. Après, en France, c'est un peu différent, dans le sens où... aux États-Unis, il y a des accords, mais des fois... En France, il y en a, s'ils tombent dessus, ils prennent tout ou ils veulent pas. À l'époque où il y avait des demandes d'autorisation. Mais là, non, je me débrouille, je découpe, je fais à ma manière, et puis je calcule pas, je veux sampler, je sample. Est-ce que c'est pas aussi ce problème-là du sample qui est devenu super compliqué et super coûteux, qui a un peu changé là ? Bien sûr, totalement. Le rap, ça, et en plus l'influence d'autres villes, comme Atlanta, le Dirty South et tout ça. Oui, il y a aussi ce problème-là que le sample, ça devient vraiment compliqué aussi. Ouais. Et c'est ça qui a fait aussi un peu le déclin pour le grand public du boom bap, parce qu'avant, ça se posait pas de problème. Boom bap, c'est pas un truc underground, c'était populaire et tout. Ouais. Après, ouais, pour moi, c'est ce qui a tout changé. Parce qu'à la suite, les gars, ils ont commencé à vouloir composer, c'était pas des génies. C'est un doigt, quoi. Ouais, voilà, quand t'as un sample... T'as samplé un groupe, des fois des groupes légendaires et tout. Et, ça a tout changé. Mais ouais, ça a tout changé, en fait. Mais je trouve ça même dommageable pour la culture, puisque nous qui écoutions de ma génération un peu du funk avant de découvrir le rap, mais on est devenu beaucoup plus pointu sur la funk et le soul grâce au rap, en remontant les samples. Oui. Avant, on avait une culture... C'était pas mal, mais générique sur la funk et la soul. Mais c'est vraiment avec les samples qu'on a découvert les choses beaucoup plus pointues. Et c'est comme disait Stétasonic, James Brown était vieux avant que le rap le remette à la mode. Et c'est vrai aussi, quoi. Oui, c'est vrai.
Après, je dis, le rap, à un moment, il était mal vu. C'était mal vu. Tu prenais un sample, t'étais comme un voleur, en fait. Donc, du coup, tu sais qu'il y avait un journaliste à l'époque, il avait dit que le sample, c'était le sida musical. C'était pas Philox? Je sais pas si c'est lui. Je sais pas, là, il a pas tous les temps. Mais c'est vrai Je voudrais que t'arrêtes de dire la funk, au fait. Excuse-moi, j'ai pas oublié de te le dire. Toi, t'as un goer, nous, les rebelles, aussi la funk. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein, parce que j'y connaissais rien en jazz, soul non plus. J'écoutais ce que mes parents écoutaient, ce qu'il y avait à la télé. Mais en achetant les vinyles, en fouillant dans les bacs, tu te fais... ta culture. Voilà, ta culture. C'est un truc que tu fais toujours, ça, acheter des disques tout le temps? Voilà, j'en ai acheté en... Vas-y. Mais c'est amusant, parce qu'au début, quand tu disais que vraiment t'as découvert de la prod, de la MPC avec ton voisin, le premier truc que tu lui ramènes, tu dis que c'est un disque de Mozart. En fait, j'étais au collège, j'étais au CDI, je sais pas ce que j'avais fait pour être puni, mais on m'avait... Je sais pas, un truc... C'était en lien avec la musique, mais j'avais endormi le CD. Et c'est resté chez moi, et il me dit, ouais, ramène un sample. Je dis, je sais pas un sample. Et il me dit, une mélodie que t'aimes bien. Il dit, ah, il y a cette mélodie-là sur le disque dans ma chambre. J'avais que ça, donc j'ai ramené. Et ça a donné ce que ça a donné, mais... Ouais, j'ai acheté des disques mais j'avais comme une maladie. J'ai toujours acheté des disques, hein, de 2000 à aujourd'hui. Tac, j'aime bien un disque, je l'achète, je découvre un artiste, tac, j'achète. Mais... Là, en juin 2021, j'en ai acheté 10 000. D'un coup, comme ça. Un stock 10 000. Mais c'est quoi, c'est un lot? Des enchères? Ouais, c'était un lot et tout. J'avais une période où je tombais sur une annonce, tac, j'allais, tac, je prenais ma voiture, tac, je revenais avec des caisses, tac, je repartais, clac. Et à un moment, je tombais sur une annonce de V'là les Scuds et tout. Et j'ai pris... Des fois, ce que j'aime bien, c'est, comme je dis, pour pas m'ennuyer, je prends un vinyle au hasard, tac, je le joue, j'écoute. S'il y a un truc qui sort, c'est comme ça, des fois, tu trouves des pépites. Hein. T'as combien de disques chez toi? Là, plus trop. Hein. J'ai gardé le principal, tout ce que j'aime. Le maximum que t'as eu? Peut-être 15 000. Mais c'est invivable. Je suis dans un 54 mètres carrés, tout seul. À un moment, ça m'a rendu ouf. J'ai vendu une partie. C'est pour ça que t'es tout seul? Non, c'est à cause de ce putain de sampleur. Non, je rigole. Non, mais... Franchement, ouais, j'avais pété un câble. J'ai dit, qu'est-ce qui m'a appris? Acheter tout ça de disques. Mais c'était bien. C'est quoi le modèle économique d'un producteur comme toi? Est-ce que c'est vraiment une passion dont tu arrives un peu à vivre ou pas suffisamment? Parce qu'en plus, quand tu dis que tu achètes les disques et tout ça, c'est une passion dévorante, quoi. Ouais, c'est une passion qui coûte aussi. Après, pour les disques, franchement, là, j'ai eu ma folie là, il y a quelques mois, mais... D'habitude, j'achète 1 ou 2 disques, qui est une sortie ou un truc que j'ai pas, ou un disque qui s'est abîmé avec le temps, je le rachète. Mais sinon, d'en vivre, non. J'en vis pas, j'ai un taf alimentaire. Mais je vends des prods. Donc des fois, c'est, comme on dirait, c'est aléatoire. Je peux pas quitter mon taf alimentaire et demain dire, ouais, je me lance là-dedans. Je peux pas. À part si vraiment il y a un truc de ouf, mais... Parce qu'à chaque fois, quand même, quand tu sors tes projets, il y en a qui sortent des disques, enfin, qui sortent des albums uniquement en numérique. À chaque fois, il y a du CD, parfois il y a du vinyle, parfois c'est du vinyle coloré, des cassettes. Il y a même ça que j'ai les metal box, voilà, où tu sors ça en métal, tout imprimé dessus. De l'autre côté, on voit bien que c'est du métal. Voilà. Et tout ça, ça coûte cher. Ouais, ça a un prix. Après, bon, je disais ça à un ami récemment, je dis, de Musicio, j'ai mis l'argent de mon salaire pour faire le disque. Ensuite, par les ventes du Musicio, je réinvestis. Et ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne mets pas l'argent de mon salaire pour faire des disques, je mets l'argent du disque précédent ou des disques précédents, maintenant que j'en ai beaucoup. Mais comme j'ai l'impression que le disque précédent n'existe pas, vu qu'il y en a toujours un autre qui vient. Ouais, donc... mais économiquement, pour pouvoir investir... Parce que je sais que c'est pas évident. Pour certains, peut-être c'est pas évident de faire un disque. Il y en a des fois qui mettent 2 ans, 3 ans pour faire un disque et ils feront qu'un disque. Des fois, dans leur discographie, il n'y aura qu'un disque. Mais j'en ai fait beaucoup parce que j'ai compris vite. J'ai galéré, c'est pas venu comme ça. Depuis 2005, j'ai compris. Parce que même au niveau des visuels, on a toujours des pochettes quand même bien stylées. On a vu tout à l'heure, on en a vu quelques-unes défiler, mais tu vois, la hard body hip-hop... Mais j'ai appris, en fait,
Bah, tu vois, il y a quand même aussi, il y a aussi un... C'est Ouais, pas côté... de la PAO vite fait, oui, 3 oui, collages, quoi. Tu vois, il y a aussi de l'investissement là-dessus. Tu vois, on la voit, la hard body hip-hop. Ah ouais. Ça, c'est Maël, imagé. Mais en fait, je me dis, j'ai appris de plusieurs personnes. C'est-à-dire, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un dans ton parcours, que ça soit Old Jem, mon voisin dont je vous parlais, Azaya, pour me montrer le hip-hop, le Wu-Tang, tout ça. Et en fait, même avec des graphistes. Et un jour, je tombe sur Maël Imageux, et plus tard, Gilva. Et les mecs arrivaient à dessiner ce que j'avais dans la tête. C'est-à-dire, quand on regarde leur travail de base sur ce qu'ils font en dehors du hip-hop, d'habitude, ils font pas ça. Ils font des peintures, tout ça, mais ils sont pas dans le hip-hop à la base. Moi, je les ai découverts, ou ils sont venus vers moi, et je leur dis, ouais, j'ai ça dans la tête, j'aimerais ça, tac, mon album s'appelle comme ça, tac. Je peux donner un exemple, par exemple, pour le Rest in Power. Je voulais que mon masque il soit brisé, j'en ai parlé aussi, que ça soit Venom ou Azaya, on discute beaucoup, on se donne des idées, des conseils, tout ça. Et par rapport à mon passé, tout ça, ben, t'avais le côté du masque un peu brisé, et des anges de la mort par rapport au manga, qui le remettent en place. Tu vois, il y a un côté où ils le brisent et il y a un côté où ils sont en train de le réparer. Et en fait, en bas, on voit pas bien, mais il y a Sean Price et ma mère. J'ai perdu ma mère en 2015. Et je voulais, comme on dit, rest in power, rest in peace. Et les deux sont partis la même année, donc je voulais leur rendre hommage avec cet album. Mais voilà, les gars, ils arrivent à retranscrire sur image ce que moi j'ai dans la tête. Parce que je suis relou, hein. Je suis relou de ouf, tu vois. Mais tu as réussi à faire une petite, appelons ça peut-être une économie, mais en tout cas qui fait que chaque disque finance le prochain. Il y a peut-être parfois des pertes, peut-être parfois des bénéfices, mais non, globalement... Maintenant, comme il y a une mécanique qui fait que des fois je suis un peu ouf, hein, je vais dépenser de l'argent, des fois tu as des mix à payer, le mastering, tu sais, il y a tout un truc. Et des fois, voilà, je vais pas faire de disques pendant une petite période. Il y a la vie de tous les jours qui fait que tu dépenses, c'est un peu plus cher maintenant la vie, tout ça. Mais par exemple, de l'Ukraine, tu veux dire? Le Covid, l'Ukraine, peu importe. Mais ouais, j'arrive à revenir. C'est-à-dire que je peux, pendant une période, ne pas avoir d'argent, une autre période, vendre des prods, et l'argent que j'ai eu en vendant mes prods, d'investir dans le futur projet. Mais après, ouais, je gagne pas des 1000 et des 100. J'ai pas de tabou là-dessus. Ben on va s'écouter un petit morceau. Ok. Trop de mensonges et de make-up. Bouge là on bouge, ça te wake up. Boycott, leurs news elles sont fake up. Vrais descendants de Jacob. Que les plans comme Bob de la Jamaica. Fuck you very much ou rejoins ton make-up. Trop de mensonges et de make-up. Bouge où on bouge, ça te wake up. Nick et fuck leurs news elles sont fake up. Vrais descendants de Jacob. Que des plans comme Bob de la Jamaica. J'appelle ça kicker, moi, monsieur. Les X-Men, Mensonges et Make-up avec Maj Traffic sur un album Solide qu'on a présenté la précédente émission. J'ai vu ça, merci. Gros morceau hein, que j'aurais jamais espéré avoir. Parce qu'au départ, quand je commence Solide, qui à la base s'appelait Haute Sauce en 2015, où je voulais faire un côté choix avec des anciens, un côté rouge, et un côté bleu avec des plus jeunes. Nouvelle génération, tout ça. J'ai pas réussi, j'ai eu personne. Je connaissais pas, c'était dur. Ensuite, 2018, donc ça revient dans ma tête. Et là, avec mon caractère, je dis là, je vais y aller. Je vais contacter, je vais vraiment le faire. Et en général, quand je commence un projet, je vais au bout. Donc ça commence avec Maj Traffic, que j'avais découvert en 2014. Enfin, que j'étais en connexion avec lui en 2014. Après, je l'ai plus vu. Il est revenu en 2018. Et franchement, je dis la vérité, c'est comme si c'était la clé. Pour lui, moi, je l'appelle Zeus, parce que bon, il a l'allure et tout, mais c'était la clé de toute la suite. C'est-à-dire que quand il arrive, il me dit, vas-y, ok, je le trouve vraiment fort et tout, et il me dit, envoie-moi la prod. Donc, comme tu sais, j'ai fait mon live Facebook, j'ai joué des prods, et dès la première prod que j'ai jouée, il me dit, celle-ci. Je lui envoie, il pète un câble et tout. Et il me dit, ouais, je croise Hill, des X-Men en studio et tout. Et derrière, après, il me dit, ouais, je peux t'avoir Hill. Ensuite, je peux t'avoir les X-Men. Moi, j'y crois pas. Je dis, Hill, je l'ai pas vu depuis un moment, tac. Et je dis, bon, ok. Et je crois, mais 2 semaines après que j'ai joué la prod pour lui, le morceau était fait.
Puis après, j'arrivais pas à voir les MC. Je contactais les gars, ils savent pas trop qui t'es. Ça a pris du temps. J'ai commencé en 2018, j'ai fini quelques mois. Même là, le clip, là, il sort en 2020. Moi, je pensais. Il est sorti bien avant l'album. Ouais. Parce que je pensais que ça allait sortir dans quelques mois, mais j'avais toujours un truc à retoucher, un MC que j'attends, que je veux à tout prix. Et je dis, bon, je vais me calmer. Lesquels tu voulais à tout prix? Ah, il y avait Alpha One, Danny Dan. Tu les as, ceux-là? Ouais, ça arrivait vers la fin, mais... Ouais, la patience, comme quoi, la patience, ça paie. Et ouais, je suis content de l'album que j'ai fait. Je voulais vraiment produire des gars qui rappent, majoritairement. Et l'idée que j'avais dans la tête de le faire, c'était pas facile. C'était peut-être mon album le plus dur à faire. Mais je suis content. C'est plus difficile de bosser avec des Français qu'avec des Caris? Ben, vu mon parcours, ouais. Parce qu'au départ, ils ne te connaissent pas. En France, quand on ne te connaît pas, c'est pas facile qu'on te donne ta chance. Il faut prouver et tout. J'ai eu la chance de pouvoir produire des Américains. Et récemment, Griselda, là, les gars qu'on signe avec Eminem et Jay-Z, là. Conway, Benny et Wet Side Gun. Bon, j'ai produit Benny et Conway. Mais comme ça revient, tu vois, en termes de boom bap et tout, que c'est bien vu là-bas, les gars, ils sont aussi gros aussi populaires, quoi, que des... je vais pas dire de conneries que des Nas ou quoi, mais là, dans notre période à nous, les Nas, tout ça, respectent... en ce moment, Griselda, c'est ressenti comme le renouveau de... Ouais, tout ce qui est rap new-yorkais, de la côte tout ça, ouais. exact, ouais. Donc j'ai eu la chance un des rares Français à pouvoir le faire, parce que pour ça que mon label s'appelle Le Flair, puisque j'ai toujours découvert des personnes ou des gars qui ensuite percent. Tout à l'heure, tu disais que des fois, tu ne sortais pas des projets pour des raisons aussi financières, de flux d'argent. Est-ce qu'il y a des fois aussi où tu sens des pannes d'inspiration? Des fois, tu es moins inspiré que d'eux, des périodes où ça vient moins facilement? Ouais. Même là, avec la sortie de Solide, j'ai pas fait beaucoup de prod par rapport à d'habitude. Des fois, je vais devant, je dis, ouais, c'est naze et tout. Vu comment tu produis à Tire-Larigot, ça veut dire quoi, moins que d'habitude? Moins que d'habitude, c'est déjà beaucoup pour d'autres. Ouais, oui, je vois, mais je suis comme ça. Beaucoup pensent que... Enfin, pensaient ou pensent que je faisais la course, le mec qui veut faire le plus de prod, ou... C'est comme ça que je suis. Je suis comme ça. C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui va regarder un match de foot ou qui va jouer à la console toute la journée, ben moi, mon plaisir, c'est de faire des prods, de créer. J'aime trop ça, de mettre une basse, un sample, d'entendre le truc taper. Il y a beaucoup d'albums concept, comme Météorite ou Akira ou des choses comme ça. Oui. Comment ça se passe dans ces cas-là? Tu choisis dans toutes les productions que tu as fait, ou tu te mets vraiment dans un esprit de dire, voilà, j'ai un album, le concept, ça va être ça, et il va y avoir quelque chose que je vais reconnaître, moi, en tout cas, comme un fil rouge dans les productions? Non, en fait, ce qui se passe, par exemple, pour citer Météorite, ben, Rusty, il trouve le nom de l'album. Météorite. D'ailleurs, les deux, c'est lui qui avait trouvé les noms. Et quand il me dit Météorite, dans ma tête, je dis, ouais, il faut qu'il y ait un côté spatial et tout, qu'on ressente, les thèmes qu'il donne au son. Nebula, Universal Sun, tout en rapport avec l'espace. Et moi, il fallait que les samples, même si c'était de la soul ou autre, il fallait que dans ma tête, avec le côté granuleux de la SP1200, que ça donne un côté espace et tout. Donc, je faisais comme ça. Après, par exemple, pour Rest in Power, ça fait comme pour Solide aussi. Je fais des prods, on fait plein. Je mets dans des dossiers. En plus, moi, je les classe par mois. Avec tout ce que je fais, je suis obligé. Mois, date et tout. Et en fait, dès que c'est fait, je donne un exemple. J'envoie à Danny Dan, par exemple. On se met d'accord, tout ça. Je lui envoie. J'en envoie 10, 15. Et s'il aime dessus, il va poser. Il va dire, j'ai choisi celle-ci. Il y en a où ils n'ont pas trouvé de prod qui leur va. Par exemple, dans la dernière émission, t'as cité Nasme. Dis-moi, comment ça va, papy? Bien tant que ça va pas pire. Cherche le papier à palper, toujours avec le cœur qui palpite. Toi, quel bon vent t'amène, épuise la vente à terme. Faire du bif sans le ventre à terre, tu veux que je te le dise, fin l'inventaire. Des idées plein la tête, ça boue comme un cratère. Faut que ça bouge, mais que ça adhère. Faire des sauts et que ça fédère. Nasme, j'en ai envoyé qu'une.
J'ai envoyé celle-là, il m'a dit, ah, celle-là me rappelle Queen. Parce que des fois, toi, tu as été déçu que c'est pas la prod que tu imaginais pour tel rappeur qui a été prise. En fait, non, j'imagine pas, puisqu'en fait, je suis peut-être différent de plein de beatmakers, mais moi, quand une prod, j'aime pas, j'éteins. C'est-à-dire, je sauvegarde jamais une prod que j'aime pas. Après, il y a les goûts et les couleurs. Tu peux écouter des prods de moi et dire, ouais, que dit ça, mais c'est naze. Mais moi, je pars du principe, dès que je rentre devant le sampler, moi, je suis sûr de moi. Hein. Je suis comme un Cristiano Ronaldo ou un Cantona. Je suis sûr de moi, de ce que je fais. Neymar. Un autre exemple, s'il te plaît. Mais du coup, en fait, je veux dire que quand c'est nul pour moi, j'éteins. J'ai une anecdote aussi, pour Solide en plus. J'ai mon pote Azael, il vient chez moi, il veut me filmer, il veut faire un truc pour YouTube, un peu à l'alchimiste, où tu me vois dans mon studio faire des sons et tout. Et en fait, il reçoit un appel, tac, moi je continue à faire le son, mais je suis en train de tâter, je le regarde, parce que je regarde souvent son attitude pour voir s'il bouge la tête, s'il capte que le son est bon aussi, tu vois. Et je vois, il bouge pas, il est au téléphone, il discute et tout. Et j'écoute, et moi, je suis en train de persister, tu vois. Et je fais, mais en fait, depuis tout à l'heure, je suis comme ça, mais c'est nul. J'ai éteint tout, comme ça, j'ai éteint le sampler, je l'ai rallumé, je dis, on part sur autre chose. En 15 minutes, je dis la vérité, 15 minutes, je le vois, il bouge la tête, et tu sais, il est au téléphone, il me fait... Comme ça. Le retour direct. Savoir-faire de Roca. Je parle comme un poète, le rap comme des lopettes. La street pense qu'au pépette, les mêmes flows se répètent. Je rentre pas dans la course au streaming, moi mon son pète. Mon art c'est du feeling, gamine, y'a pas de compète. C'était cette prod-là, tu vois. J'ai 15 minutes. Alors que des fois, je peux rester 1 heure à chercher, taper, machin. J'ai fait le truc, basse, tout ça, sample, coupage. Et ça a donné ça. Là, tu parlais de la MPC et tu parlais aussi que tu avais d'autres sampleurs. Ouais. Pour peut-être varier les sons, comme il y en a qui cherchent les vieux synthés analogiques de l'époque pour retrouver des sons. Il y en a certains, ils ont découvert la MPC et il n'y a plus rien d'autre pour eux que la MPC. Est-ce que toi, des fois, justement, qu'est-ce que ça t'apporte d'avoir... Est-ce que tu as quoi comme modèle de sampler, par exemple? Est-ce que tu as des vieux trucs genre le S1000 ou des trucs comme ça, ou c'est pas utile, ou vraiment tu as d'autres choses qui t'apportent? Qu'est-ce que les uns t'apportent par rapport aux autres? Alors, je vais dire un truc bien simple, c'est qu'au début, je faisais partie des gars que tu as cités. J'ai acheté ma MPC. Et je voyais ça, je voyais que la MPC. Pour moi, tout le reste, tous ceux qui touchent des ordis, des trucs, c'était pas naze, mais je comprenais pas. Je dis MPC, ça, tu sais, il y a le... Ça tape, que ça soit MPC 60, MPC 3000. Donc j'ai MPC 2000 XL, mais je la découvre. Je reste là-dessus. Mais en me rappelant que, par exemple, DJ Premier, c'était MPC 60, que Pitrock, c'est SP 1200. Et puis j'étais un gros fan de Madlib. Dans le clip, il commence avec un clip avec Kazi. Tu le vois taper la SP 1200. Je sens un truc crasseux, granuleux et tout. Je dis, c'est quoi ce sampler de ouf? Et en discutant avec des potes et tout, je vois qu'il y a la SP 1200. Donc je la voulais, mais c'était cher. J'avais déjà acheté la MPC 2000 XL assez cher. C'était quoi à l'époque? Je crois que c'était 10 000 francs. 1500 €, un délire comme ça. Ben, c'est à peu près le prix aujourd'hui. Donc voilà, et puis après j'ai acheté, je rigole parce que je pense à mon père là-dessus, j'ai acheté voilà les sampleurs derrière, j'ai acheté MPC 1000, MPC 500, MPC 2500, je suis revenu à la 2000 XL. T'as revendu entre-temps ou les machines, tu les gardes à chaque fois? Est-ce que des fois ça arrive sur des morceaux, tu en as utilisé plusieurs, sur un seul morceau? Oui, là, dans Rest in Power, dans Solide un peu. Et en fait, pour bien expliquer ce que tu me demandais tout à l'heure, donc j'en ai acheté plusieurs, mais maintenant j'en ai 5. Donc j'ai MPC 2000 XL, SP 1200, S950. J'ai un truc pour les concerts là, qui s'appelle SP 404 SX. Et j'ai machine, ce que j'utilise tous les jours en fait. Voilà pour dire pourquoi j'ai changé. J'étais pro MPC, mais un jour je regarde YouTube, je vois des Nine Wonder, Notes, Avoc de Mobb Deep avec ce sampler où les pads s'allument. Je critiquais ce truc-là, parce que des beatmakers d'internet, tout ça, me disaient « Ouais, Kyo, pourquoi t'achètes pas la machine, tu serais bien ?» Moi, c'était MPC, SP, fallait pas me parler d'autre chose.
Et un jour, je vends des prods pour pas mal d'argent, donc je pète un câble, je dis tiens, vas-y, je vais l'acheter. Je l'achète, je commence à tester, pour moi, c'est nul. Tu vois, je branche le truc en USB, je comprends rien. Je suis là, tac, je deviens ouf et tout. Je dis, j'ai acheté ça pour rien. Et derrière, je dis, vas-y, je vais persister, tac, je vais essayer de faire ce que je sais faire dans le machine. J'ai regardé, je dis la vérité, j'ai regardé 2-3 tutos comment sampler, découper. J'avais un pote aussi qui l'avait, qui me disait, mec, lâche pas, ça défonce. J'ai fait ça en 2016. Et j'ai fait tailler 80% de solide avec ça. Et même les derniers projets depuis 2018. Et je lâcherai pas ce truc-là. Je suis pro machine aujourd'hui, tu vois. Si ça t'intéresse, Musul, il vend un Simon. On va s'écouter un petit morceau, tiens, pour la peine. Gemini gentleman, flip to a thug, ice grill motherfucker, screwball mug. I come from the bottom, bars I got them, they know black pose a problem. I ain't playing no games, can't lock me down, I break out the chains. Tell me who want beef, I give it to you well done, more than one piece. Buck you, cut you, slice you, shake you. Punk ass niggas, I know bitches that's more gangster. Black Poet, sur l'album de Most Dangerous, que tu produis pas tout seul, parce que depuis tout à l'heure, tu nous parles de Azaya et Venom. Ouais. Je sais pas si Azaya est dessus, mais Venom y est en tout cas. Non, Azaya il n'y est pas, parce qu'avec Azaya, on forme Jupiter et K avec Astronaute. Le A d'Astronaute, le K de Kyo, le A d'Azaya. On a fait Bankai FM aussi. Et avec Venom, c'est Ninjustice. Comme lui, c'est le justicier. Et moi, je suis entre guillemets un Shinigami, un ninja. Donc ça donne Ninjustice. Et du coup, lui m'a montré... oui, je voulais dire aussi Azaya est à droite, Venom est à gauche. Exact. Big up, les gars. C'était Fresh News. C'est vrai, c'est pareil, c'est le même. Et du coup, ce qui se passe derrière, c'est que Venom m'a transmis, j'avais déjà ça quand je regardais des mangas, mais le côté visuel. J'allais venir parce que justement, quand tu regardes les pochettes de Venom, c'est pareil, il y a tout un univers qui est récurrent aussi, qui est plus genre film d'action des années 80, un peu. VHS. Voilà, mais en fait, VHS, bagarre en maillot de corps. Quand tu regardes bien, la VHS, c'est notre période. Magnétoscope, tout ça et tout. Et en fait, quand son album Injusticier dans la ville est sorti, j'ai pris une claque, que ça soit dans les sons ou dans le côté visuel. Comme je dis, lui, il aime les VHS et tout. Donc ça m'a rappelé mon enfance, tout ça. Et le côté rigoureux, d'avoir une belle pochette et une bonne qualité sonore. Et donc, en traînant avec lui, en discutant, c'est quelqu'un de vraiment sérieux, tout ça. Et le mélange de Venom et Azaya en discutant de mes idées, quand j'ai des idées, tout ça. Mais toujours les visuels, ça part de moi. Mais le côté rigoureux d'avoir de belles pochettes vient de ma connexion avec Venom. Est-ce que des fois, vous arrivez à travailler tous les trois ensemble sur un son, ou c'est un peu chacun de son côté, et puis ça se réunit après? Ouais, c'est chacun de son côté. Lui fait ses prods, je fais mes prods. Mais peut-être dans un futur, mais on se voit pas assez pour pouvoir le faire, mais pour l'instant, voilà. Est-ce que le beatmaking, c'est pas un truc d'autiste? Peut-être, des fois, il y en a qui me dit je suis ouf. Mais mon père, il me voyait acheter, revendre, et il me disait en créole, un de ces jours, tu vas te revendre toi-même, parce qu'il voyait que des fois, il manquait... Quand j'avais plus de sampler, donc sur le meuble où il y avait toutes mes machines, tu vois, il n'y a plus d'MPC, donc ça prend de l'espace, tu vois que c'est vide. Il se tourne, il voit qu'il n'y a rien. La semaine d'après, il voit un truc qui est noir, un autre qui a changé. Donc c'était marrant, mais ouais, des fois, on ne comprenait pas. Aujourd'hui, on comprend quand on voit l'aboutissement, par exemple, de Solide, puisque c'est des artistes français, donc ma famille en ont connu quelques-uns, mes cousins, cousines, tout ça. Donc c'est accepté, mais quand c'est underground américain, tout ça, pas produit un Nas, pas produit un Jay-Z, donc c'est pas pareil, tu vois. Mais t'as produit Weedy. Qui? Weedy. C'est qui ça? Weedy. Ah oui, Weedy, je suis un ouf. Weedy, ah ouais, Express D, yeah. Je parle mal antillais. Non, j'ai entendu Willy, j'ai dit. On en parlait aussi en présentation, t'as en fait 3 labels. Oui. Alors, j'explique bien. Parce qu'en fait, du coup, on voit qu'il y a quand même une surproduction, ou beaucoup de production, mais tout est bien rangé quand même. Ouais, j'essaye. Comme on me disait, je m'éparpillais avant. On me dit, ouais, il faut que tu te concentres que sur un projet, tu t'éparpilles, là. Et en fait, c'est comme ça que je fais. Il n'y a pas de je m'éparpille. Je commence un truc, j'ai un truc là, mais je sais où tout se trouve.
Et le truc, c'est que, ouais, j'ai le label Shinigami Record pour tout ce qui est américain. Et j'ai le label Beat Them All, qui est pour les instruments, les instrus, quoi. Et le flair pour tout ce qui est rap français que je veux développer dans un futur proche et international. C'est-à-dire pas du rap américain, mais latino, japonais, anglais, allemand, africain. J'ai commencé. Créole aussi. Mais par contre, à chaque fois, t'as aucun artiste signé sur ces labels? Je signe personne. Parce que signature égale problème. C'est contrat, machin, et c'est des problèmes. Je l'ai vu dans le passé, j'ai signé des personnes et ça s'est jamais bien passé, parce que t'as l'image du producteur. Et donc de l'escroc. Voilà, exact. On va dire, ouais, il m'a carotte, il m'a endormi, mais ils vont pas voir les sommes que t'as mis pour... C'est exactement ce que nous a dit Dej quand il est venu ici. D'accord. Ouais, c'est ça, parce qu'on voit pas. En fait, il y a eu plein de conflits, par exemple, dans le rap français. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand je les voyais, ces conflits-là, quand tu es spectateur, tu comprends pas trop. Tu dis, ah ouais, la carotte, tout ça. Mais quand tu es producteur... Bah, c'est ce qu'il nous disait à Keto, puisque lui, il a été des deux côtés. Et puis, quand il est passé, qu'il a produit lui-même, il a compris qu'en fait, non, il ne s'était pas fait carotter par Dej ou quoi que ce soit. Il est revenu là-dessus. Mais tout à l'heure, tu parlais de ce label avec qui le flair, tu voudrais travailler avec autre chose que des quinries. Ouais. Est-ce que toi, tu as des vues ou des connexions avec la scène anglaise? Ah oui. J'ai déjà commencé. J'ai un album anglais comme Solide, mais qu'avec des Anglais. Et pour l'instant, j'ai pas beaucoup de tracks, mais ça va venir. J'ai fait un bon concept de loup-garou. Tu vois. Il y a aussi un album dans les tuyaux avec Roca. Oui, Hendrix. Et il nous manque un track, mais il est fini, quoi. L'album est fini, 2023. Et il est qu'en français ou il est en français et en espagnol? Il est en français et en espagnol. Et pas mal de bonnes surprises liées à ma connexion avec Roca, les discussions qu'on a ensemble et tout. Je l'ai connu il n'y a pas très longtemps, mais super bon gars, il m'a appris beaucoup de choses. Mon level au niveau prod a jumpé d'un niveau en discutant avec lui, puisque c'est un rappeur, mais c'est un musicien aussi, quoi. Tu parlais tout à l'heure du petit défi, quand tu te faisais disais je vais faire que à la SP1200. Et il y a un autre, j'ai ramené cette Metal Box, il y a un autre défi que tu t'étais lancé, c'était avec ça. Oui. 24 bits, 24 heures, en fait, tu faisais un bit par heure. Bon, après, il faut expliquer aux gens que les morceaux font pas 3 minutes ou quoi que ce soit, c'est des petits trucs d'une minute. Il faut préciser que c'était pas pour le Téléthon. Non, c'était pour la fondation Kiyo Itachi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ouais, je sais pas pourquoi j'ai ce défi-là, mais c'était venu un samedi, il était midi, j'ai annoncé ce truc-là. Je dis, bon, je l'ai annoncé, il faut le faire. Mais je dis la vérité, des fois, c'était pas un beat par heure. C'est-à-dire, je vais faire un beat là à midi, un autre beat à 13h. Et comme il y a des prods, je peux mettre 45 minutes, d'autres prods 15 minutes, tu sais, ça varie. Donc, des fois, c'est impossible, humainement, de faire une prod par heure, 24 heures. Mais j'ai fait vraiment les 24 prods dans les 24 heures. Mais est-ce que c'était vraiment que tu partais d'une feuille blanche ou tu avais déjà des petits trucs dans les tiroirs? Ouais, rien. Je mettais un sample, tac, ça partait. Ah, ça me plaît. Clac, j'ai fait toutes les prods qui sont dans le projet. C'est des trucs que j'ai pris sur le moment que... Mais même dans les samples, c'est pas des trucs que tu avais déjà présélectionnés ou machin? Non. Ouais, ça aurait été trop facile. C'était pour ça le challenge. C'est de partir de rien, dire tiens, 24 bits en 24 heures. Comme je dis, des fois, j'étais KO. Sur la fin, je dis pourquoi j'ai fait ce défi là? Je vais passer pour qui si je le fais pas, tu vois? J'étais à 12, 13, j'étais KO, éclaté. Je dis, ah, je vais dormir, je vois 1 heure, 2 heures, 3 heures passer. Je dis, tiens, il me reste tant de prod à faire. Je me suis réveillé vers 8 heures, charbonné jusqu'à finir à midi, et j'avais toutes les prods et j'étais content, quoi. Il y a eu une autre période aussi, parce qu'on parle d'instrumental, où tu sortais, je crois, un album presque par semaine. Oui. Tu avais sorti, tu avais vidé ton disque dur et il y avait un truc. C'était que des instrus, si je me rappelle bien. Ouais, il y avait des instrus, mais par la suite, je voulais sortir quelques projets qui sont toujours dans mon ordi d'ailleurs. Mais en fait, quand je comptais, je voyais que j'avais 40 projets dans mon ordi. En plus, ça prenait de la place et tout. Comme j'ai des concepts, des trucs qui viennent dans ma tête. En fait, quand je regarde les mangas ou les films de kung-fu, peu importe, à chaque fois que je regarde un truc ou que j'ai une discussion avec quelqu'un d'intéressant, ben, il va m'influencer. C'est comme une éponge. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un album concept Get Busy.
Non. Ou un titre qui s'appelle comme ça. Mais ouais, j'ai tout le temps des trucs qui viennent. Je suis une personne nonchalante, mais dans ma tête, ça fuse. Ça fuse et toujours des idées et des défis. Là, j'avais un défi de voiture. Là, j'ai acheté des petites voitures, là, comme la voiture de Starkey Hutch, la voiture de K2000. Tout ça en miniature, tu sais, comme les majorettes, là, les voitures majorettes. En fait, de prendre une photo proche avec un vinyle éclaté derrière et donner un côté un peu street et tout. Et j'ai un projet qui s'appelle Grand Torino. Et notre, c'est avec une Corvette, là, enfin, la voiture, là, dans... Comment ça s'appelle le film, là, la voiture qui tue, là? Christine? Non, tiens, avec un conducteur, là, dans les films de... La coccinelle à Monte-Carlo? Non, une voiture noire, là, c'est une sorte de Corvette noire, tu vois, qui j'ai oublié le nom du film, mais c'est comme les films de Quentin Tarantino, là. Bullet, quelque chose, là, Bullet Proof ou un truc comme ça. Je suis pas sûr du titre. Mais j'ai fait plein de concepts comme ça avec des instrus. Tu vois, mais c'est pas facile à faire. Donc le défi, il est un peu reporté, comme il y avait Solide. J'ai fait aussi Nouka, qui est rappeur ivoirien, pour le flair. J'ai fait Fidzi Pidzi, j'ai fait Mash Traffic, Advent Cupera, et j'ai fait récemment Neglerical. Parce que c'était important pour moi, c'est un gars de chez moi, en Martinique et tout. Et il fallait que je développe ça, mais j'ai fait tout en même temps que je faisais Solide. Parce que des fois, tu vas être concentré sur un truc, mais j'ai réussi à sortir ces albums et faire les beats dans la même période. Sur les 3 ans où j'étais, 3-4 ans que j'étais sur Solide. Est-ce que tu as certaines frustrations de noms que tu aurais voulu avoir et que tu n'as toujours pas réussi à avoir? Ah oui. En France ou au State? N'importe. Ah, je vais dire les deux. Lino, Oxmo Puccino, Ali. Ils vont tous t'appeler après cette émission, tu sais. La porte, elle est ouverte. Ben voilà, ça sera le mot de la fin, la porte, elle est ouverte. Nas, Jay-Z, Eminem. Musul. Voilà. Avant de se quitter, quand même, on va parler de 2 petits trucs qui sont sortis. La première chose, c'est Nimbus Sextet Forward Thinker, signé sur le label Acid Jazz. Voilà, l'Acid Jazz, si ça parle à quelqu'un, c'est dans les années 90. C'est l'album, c'est le label des Brand New Heavies, entre autres. Voilà, donc production très propre. C'est tout neuf, ça vient de sortir. On a des choses assez jazz funk dessus. Voilà, ça s'appelle Nimbus Sextet Forward Thinker. Et puisqu'on parlait de hip-hop, il y en a un qui vient de là, c'est Sly Johnson, et qui est Sly de My Buddha, un ancien de Saiyan Super Crew, qui sort son 4e album, dont 55-4, ça veut dire qu'il a mis 55 jours à faire ce 4e album. Il est signé, lui, sur BBE Records. Voilà, c'est un album de soul avec un son très chaud qui fait penser un peu à du D'Angelo, des choses comme ça. Sly a quasiment tout fait tout seul dessus. C'est magnifique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ben voilà. C'était Get Busy, saison 4, épisode 12, l'épisode du The Do bien viscère, avec celui qui va retourner en loge pour manger de la chantilly dans un bol. Cher. Comme d'hab. Et puis Kyo Itachi, qu'on va laisser à ses productions, qui va nous faire 2-3 albums en loge, et on va sortir bientôt ça sur Get Busy Records. Voilà, et ben on se retrouve dès qu'on est ensemble, c'est-à-dire dans pas trop longtemps.